Bien, bonjour à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre ce webinaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce rendez-vous annuel concernant la loi de financement de sécurité sociale 2023, qui va vous être présenté du coup par Yann Chevalier d'AG2R La Mondiale. Bonjour Yann. Yvan, Et Yvan, donc, Yvan, pardon, c'est pas grave. Yvan Chevalier. Et donc, vous avez possibilité de poser des questions dans le fil et auxquelles on répondra en fin de présentation. On essaiera de répondre à un maximum de vos questions dans le délai imparti, qui se fera effectivement après la présentation globale pour que vous ayez l'exhaustivité des informations et puis qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser non pas la partie chatée, mais la partie questions, pour qu'on puisse les suivre au fil de l'eau et pouvoir les mettre en avant à la fin de la présentation. Donc, Yvan, je vais vous laisser prendre le relais. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour les questions qui seront sollicitées. Très bien. Merci Alexandra. Eh bien, c'est parti. Je me présente très rapidement. Donc, Yvan Chevalier, je suis responsable pour le groupe AG2R La Mondiale sur les Pays de la Loire des relations avec les professions de conseil, avocats, notaires et plus particulièrement votre profession, les experts comptables. Nous créons tous les ans un document que nous appelons le côté conseil, qui est une synthèse de la loi de financement de la sécurité sociale. C'est une commande du Club social du Conseil national de l'ordre et il est donc rédigé tous les ans pour vous. Ça témoigne aussi d'un partenariat fort entre notre groupe et votre profession. C'est la 4e fois que l'on l'organise au niveau des Pays de la Loire. La première fois, c'était en présentiel. Et puis, depuis la crise sanitaire, on est resté sur un mode distanciel, qui a ses avantages et ses contraintes. En tout cas, j'espère que la présentation de ce matin sur le format pourra vous convenir. Donc, je remercie beaucoup Marine Rimemont pour l'organisation, ainsi qu'Alexandra pour cette introduction, et puis votre président, Jean-Yves Le Chevestrier. Donc voilà, merci à toute l'équipe de l'Ordre pour la mise en place de cette matinée. La loi de financement de la sécurité sociale sur 2023 prévoit un déficit global d'à peu près 7 milliards d'euros. Donc c'est en nette diminution par rapport à l'année dernière. On était quasiment à 19 milliards d'euros et bien sûr, sans commune mesure avec le déficit record de 2020 lié à la crise sanitaire où on avoisinait un déficit quasiment de 40 milliards d'euros. Cette loi de financement de la sécurité sociale est axée sur essentiellement justement la problématique d'accès aux soins et des déserts médicaux. Donc on va en parler à plusieurs reprises. Également, la nécessité de soutien en famille et des personnes âgées en perte d'autonomie. Et enfin, la lutte contre la fraude sociale. Elle comporte 116 articles. Bien sûr, on ne va pas les dérouler tous ce matin. On va en traiter les principaux en l'organisant de deux façons. Une première partie qui portera sur les cotisations et les contributions sociales, puis une seconde partie sur les prestations sociales. Enfin, dans une troisième partie, on reprendra certaines mesures de la FSS précédente qui impactent vos clients directement cette année. Donc voilà pour les trois parties. Il y a un document, donc un PDF dynamique qui vous sera remis à l'issue de cette présentation. C'est un document qui est validé par notre direction juridique et également le club social. On va très clairement au-delà de notre champ de compétences et de mon champ de compétences. Donc voilà, je vais essayer de vous présenter au mieux ces différentes mesures, mais qui sont parfois à la périphérie de nos métiers d'acteurs de la protection sociale. Vous verrez sur le PDF, il y a des QR codes que vous pouvez flasher qui vous permettent d'accéder aux décrets, aux articles, aux lois. Vous trouverez également des tableaux de synthèse, des points de vigilance, des remarques. Bref, l'idée, c'est d'avoir un memento pratique à utiliser pour vous pour répondre aux questions de vos clients ou également les alerter sur des zones de risque. Donc, comme je l'ai dit, trois parties. Une première partie qui porte sur les contributions et prestations sociales, la deuxième partie, contributions pardon, et cotisations sociales, la deuxième sur les prestations, et puis la troisième sur les autres mesures. J'espère que ça défile bien. Alexandra, vous me dites si ça, parce que je vois pas forcément si ça défile bien, mais Pour donc n'hésitez l'instant, pas. moi j'ai toujours le premier slide de présentation. Ah, d'accord. Donc là, si je change, ça fonctionne pas. Ben, Bon, pas là, je suis sur le sommaire. Non, vous voyez pas. non. Bon, alors attendez. Je vais essayer de relancer et puis vous allez me dire si ça fonctionne.
Là, je suis sur la page sommaire. Est-ce que C'est bon. c'est bon? Et si je défile sur la première partie? C'est bon. C'est bon? Ça fonctionne. Bon, très bien. Parfait. Je suis resté un petit peu trop longtemps sur la première page figée. Allez, c'est parti. Le premier article qu'on va traiter qui concerne le transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco aux URSSAF, qui est l'article 7. Je ferme la petite fenêtre qui me gêne. Et là, ça devrait être bon. Voilà, ça y est, les petits réglages techniques sont opérés. On va pouvoir poursuivre. Donc, ce transfert du recouvrement des cotisations Agirc Arrco aux URSSAF avait plusieurs objectifs, hein. C'était limiter les coûts de gestion, simplifier la vie des entreprises. On ne va pas parler du guichet unique, hein, je crois, qui pose problème en ce moment, et d'améliorer le recouvrement. Les URSSAF avaient tout d'abord récupéré le recouvrement des contributions de formation et d'obligations d'emploi des travailleurs handicapés en 2021, et il était prévu la même opération pour les cotisations Agirc Arrco dès la LFSS de 2020. Les partenaires sociaux ont souhaité, pour des problématiques techniques, que ce soit décalé dans le temps, voire annulé. Donc ça a été reporté au 1er janvier 2023, puis au 1er janvier 2024. Ça devait également concerner les cotisations APEC ainsi que la gestion des cotisations Agirc Arrco des salariés expatriés, qui est aujourd'hui gérée par Malakoff Humanis International. Et finalement, le gouvernement a annoncé en début d'année, au mois de janvier 2023, l'abandon à ce stade du projet de ce transfert de recouvrement des cotisations, qui vont donc rester à la main des fédérations Agirc Arrco dans le recouvrement comme dans le versement des prestations. Donc, tous les cas, ce transfert de compétences ne concernait que les salariés non agricoles, puisque pour les salariés agricoles, ça restait dans le périmètre de la MSA. Je pense aussi que la réforme des retraites du premier quinquennat, hein, qui devait être une réforme systémique avec la mise en place d'un régime unique par points, allait dans ce sens d'avoir un seul organisme qui recouvrait les cotisations et un seul organisme qui versait les prestations. Dans la mesure où cette réforme systémique a été abandonnée au profit d'une nouvelle réforme paramétrique dont on voit tous les débats qui sont en train de se dérouler en ce moment, fait que voilà, ce projet pour l'instant a été reporté puis ajourné. On reste sur les compétences de l'URSSAF qui sont élargies à la vérification et aux corrections des DSN, ce sont les articles 6 et 7. En rappel, on précise bien que les opérations de vérification des déclarations ne constituent pas des contrôles sur un plan juridique. L'article 7 prévoit donc le contrôle. Les organismes de sécurité sociale ont la possibilité de vérifier l'exhaustivité, la conformité, la cohérence des informations déclarées par les employeurs pour l'ensemble des cotisations et contributions dont elles assurent le recouvrement. L'Agirc Arrco peut procéder à la même chose. Ça avait été mis en place dès la LFSS de 2020, mais pas acté faute de parution de son décret. Donc des contrôles, mais aussi des corrections. Dans l'article 6, la loi a prévu pour les organismes de recouvrement de sécurité sociale la possibilité de correction des données erronées. Forcément, pour un groupe comme AG2R La Mondiale, on est confronté et on essaye de résoudre avec vous parfois des problématiques de DSN qui portent aussi bien sur les cotisations Agirc Arrco que sur les dispositifs conventionnels de prévoyance et de santé, voire les dispositifs facultatifs, notamment de retraite par capitalisation. On est confronté parfois à quelques problématiques de réglage, de paramétrage de DSN, même si dans la plupart du temps, heureusement, ça fonctionne plutôt bien. On continue avec une mesure qui concerne les employeurs agricoles, l'article 8, et le dispositif d'exonération des travailleurs occasionnels et des demandeurs d'emploi. On est sur un monde agricole qui subit différentes crises ces dernières années, la crise sanitaire, la crise Covid, la crise climatique avec un épisode de sécheresse record l'été dernier, et puis les problématiques géopolitiques liées à la guerre en Ukraine. Donc ça marque le secteur agricole français. Pour leur permettre de conserver une forte compétitivité, eh bien, on prolonge le dispositif d'exonération de charges sociales sur les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi pendant 3 ans.
donc de 2023 à 2025, et ensuite ce sera le système classique de la réduction générale dégressive, notamment sur bas salaire, qui prendra effet à compter de 2026, mais qui étant moins favorable, euh, pousse le législateur à maintenir le dispositif TODE. Donc il concerne tous les employeurs agricoles, sauf les entreprises qui ne sont pas concernées directement par la production. Donc je pense à nos confrères de Groupama et de Crédit Agricole, mais aussi des chambres d'agriculture. Donc c'est vraiment l'emploi agricole, donc les salariés saisonniers dans le maraîchage, les vendanges, qui sont directement dans la production végétale ou animale, également les travaux forestiers, ou aussi une activité en continuité avec la production animale ou végétale. Donc pour rappel, on est sur une exonération totale jusqu'à 1,2 SMIC, nulle sur une rémunération supérieure à 1,6 SMIC et donc dégressive entre 1,2 et 1,6 SMIC. Après le monde agricole, nous allons passer à la CIPAV. Donc on va longuement parler de la CIPAV dans la troisième partie. Des gros bouleversements au niveau de cette caisse ces dernières années. Donc on va y consacrer un petit peu de temps puisque tous vos clients qui sont affiliés à la CIPAV vont avoir des modifications profondes de leurs cotisations et de leurs prestations sociales. Donc on fera un focus plus particulier sur cette profession. En tout cas, l'article 10 évoque le fait que les psychomotriciens rejoignent la liste des professions qui forcément seront affiliées à cette caisse. Aujourd'hui, on peut déterminer trois grandes professions: les professions du bâtiment, architectes, économistes de la construction, les professions de montagne et les professions paramédicales comme les ostéopathes ou les psychologues. Donc il est assez logique finalement que les psychomotriciens rejoignent la CIPAV. Donc c'est pour tous ceux qui ont créé leur activité libérale depuis le 1er juillet 2021. Pour rappel, quelques statistiques sur les psychomotriciens. Il y a à peu près 14 000 praticiens en France. C'est une population très féminine, puisqu'il y a plus de 92% de femmes. Une population jeune, de 37 ans de moyenne d'âge, par contre qui n'exerce pas majoritairement son activité en libéral, puisque c'est 30% d'exercice en libéral et 70% sous forme d'activité salariée. On reste dans le médical avec l'article 13 qui concerne les exonérations de cotisations vieillesse pour maintenir certains médecins retraités en activité. Donc on est dans des situations de cumul emploi-retraite. Comme je l'ai dit, un des enjeux de cette loi de financement de sécurité sociale, c'est la problématique d'accès aux soins. Je pense que vous y avez probablement été confronté cet hiver, difficulté à obtenir des rendez-vous chez les médecins libéraux, même dans des régions qui sont très urbanisées, comme le 44. On est vraiment confronté à cette difficulté. Pour échanger beaucoup sur ce sujet avec mes clients médecins et également des SOS médecins, on a vraiment des problématiques importantes pour ces professions, mais également pour tous les Français, que ce soit sur la médecine générale, mais également chez les spécialistes. C'est ce qui fait que de nombreuses mesures ont été mises en place pour essayer de lutter contre les déserts médicaux. Ça concerne 4 millions de personnes aujourd'hui en France. Et il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Et ces chiffres devraient exploser dans les prochaines années. Alors, on a la problématique du numerus clausus des années 90, mais on a aussi une problématique de répartition des médecins sur le territoire. À titre d'exemple, il y a 800 médecins pour 100 000 habitants à Paris, et dans le département de l'Eure, il y a 180 médecins pour 100 000 habitants. Donc voilà, problématique du numerus clausus plus problématique de la répartition des médecins sur le territoire. C'est aussi tout l'enjeu du projet de loi RIST, R-I-S-T, qui est étudié au Sénat en ce moment et qui a déclenché la grève des médecins généralistes avant-hier, puisque certaines mesures qui sont prises pour lutter contre les déserts médicaux sont contestées par les médecins. Alors, il y a bien sûr la revalorisation des actes avec un passage de 25 à 50 euros, ce qui était demandé par les médecins, et on leur a accordé 1,50 €. Mais il pourrait y avoir des dispositifs incitatifs avec pourquoi pas des honoraires à 30 euros pour les médecins qui font notamment des permanences dans les déserts médicaux. Il y a aussi la volonté du législateur de dégager du temps médical par les médecins en confiant certains actes médicaux à d'autres professionnels comme les infirmières. Et ça c'est un sujet de crispation pour les médecins. Donc voilà, on va voir ce qu'il en ressort dans les prochains jours. En tout cas,
qu'est-ce que nous dit cette loi? Donc, en situation de cumul emploi-retraite total, il y a deux conditions. Il faut avoir atteint l'âge légal, 62 ans aujourd'hui, et bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans ce cas-là, on peut cumuler l'intégralité de sa pension de retraite avec un revenu d'activité sans plafond. Par contre, sur ce revenu d'activité, eh bien, le médecin va payer des charges sociales qui ne seront pas génératrices de droits. Donc, il est prévu qu'il y ait une exonération justement de ces charges sociales pour ces médecins libéraux. Auparavant, ça concernait uniquement les zones de montagne et uniquement la cotisation de retraite de base. Désormais, ça va concerner l'ensemble du territoire et l'ensemble des cotisations de retraite base complémentaires, CARMF et ASV. Donc, on est vraiment sur cet objectif d'inciter les médecins à poursuivre leur activité professionnelle. Il y aura quand même un plafond de revenus à ne pas dépasser et qui nécessitera un décret d'application. On reparlera tout à l'heure du cumul emploi-retraite. Toujours dans le médical, avec l'article 17 qui concerne un dispositif simplifié de paiement des cotisations qui est étendu aux médecins régulateurs. Les médecins, pour rappel, les médecins étudiants en médecine exerçant une activité libérale accessoire de remplacement bénéficient déjà depuis 3 ans d'un dispositif simplifié de paiement de leurs cotisations dans le cadre de leur déclaration de leur revenu d'activité. Et donc, ce dispositif va être rendu aux médecins régulateurs à partir du moment où ils n'exercent pas d'autres activités libérales. Donc, c'est vraiment une activité de salarié, souvent à l'hôpital, et puis une activité libérale complémentaire dans le cadre du SAS. Alors, le SAS, pour vous rappeler ce que c'est un dispositif qui porte bien son nom pour le coup, puisque il doit permettre de faire une relation entre la médecine de ville et l'hôpital, et c'est permettre à tous les patients, justement, dans le cadre là encore d'une difficulté d'accès aux soins, de pouvoir échanger avec un professionnel de santé qui va ensuite les orienter, soit leur fournir un conseil médical, soit leur proposer une téléconsultation, soit leur proposer une consultation de soins non programmés en ville. D'ailleurs, là, ça fait débat parce que les médecins libéraux doivent maintenir dans leur agenda des espaces pour ce type de consultation, ou éventuellement, si c'est plus grave, eh bien, les orienter vers les urgences ou faire appel au SMUR. Donc vraiment, ce rôle de tri, de régulation et d'orientation des patients. Allez, on reste toujours dans le médical après les médecins retraités, les médecins régulateurs. On a parlé des psychomotriciens. On va parler maintenant des podologues. Les pédicures podologues, c'est un petit peu la même population que les psychomotriciens. Ils sont à peu près 14 000 en France. Là, par contre, qui exercent quasiment exclusivement une activité libérale. C'est 97% d'exercice libéral. Les revenus moyens pour les pédicures podologues, c'est une fourchette entre 20 000 et 30 000 euros de BNC. C'est parmi les BNC les plus bas des autres activités des auxiliaires médicaux. Et ils sont donc affiliés au PAMC, alors les praticiens auxiliaires médicaux conventionnés, qui regroupent les infirmières libérales, les orthoptistes, orthophonistes, kinésithérapeutes, mais également les médecins libéraux, les sages-femmes et les dentistes. Ça leur permet, en appliquant des actes conventionnés, de bénéficier d'un taux réduit d'assurance maladie à 0,1%, le reste étant financé par l'assurance maladie. Par contre, pour tous leurs revenus qui ne sont pas conventionnés, leur taux d'assurance maladie est de 9,75. Et la problématique des podologues, c'est qu'ils n'ont qu'un seul acte conventionné, c'est celui du traitement du patient diabétique qui peut être confronté à des problèmes de sensibilité au niveau de son pied, mais également de circulation sanguine qui peuvent provoquer de la gangrène, voire des amputations. Donc c'est un risque très important pour les diabétiques et ils ont besoin d'avoir des soins particuliers prodigués par des podologues, mais vous voyez qu'un seul soin. Les podologues ont déjà la possibilité, lors de leur installation, de ne pas se conventionner. Dans ce cas-là, ils payent une cotisation d'assurance maladie de 6,50. Donc en fait, voilà le schéma. Soit ils décident de affilier au régime des PAMC sur leurs revenus conventionnés, ils ont un taux de cotisation de 0,1 et sur leurs revenus non conventionnés de 9,75, soit ils décident de se déconventionner et dans ce cas-là, sur l'ensemble de leurs actes, ils vont avoir un taux de 6,5%. L'article 112 de la loi
Non, c'est l'article 17. Je ne sais pas pourquoi c'est 112, c'est faux, donc c'est l'article 17 de la loi permet à titre temporaire et dérogatoire pour les pédicures podologues en activité de renoncer au régime des PAMC. Donc là, il y a une vraie étude à faire pour vos clients pour savoir si c'est une bonne opportunité pour eux, parce que bien évidemment, ça peut à la fois améliorer leur pouvoir d'achat ou éventuellement la possibilité de renforcer leur protection sociale. Donc c'est bien faire une étude comparative entre un maintien dans le régime des PAMC ou un déconventionnement. Donc il y aura forcément un accompagnement à réaliser pour vos clients pédicures podologues. Voilà pour la première partie. Donc vous voyez hein, une LFSS très orientée problématique d'accès aux soins. On va le voir également par rapport aux prestations. Plutôt que de fonctionner article par article, on a choisi de faire plutôt sous un format thématique, donc de traiter dans un premier temps toutes les problématiques liées à la santé, puis à la prévoyance et enfin à la retraite. Donc on va évoquer le ticket modérateur, on va évoquer la liste des produits et de prestations remboursables par la sécurité sociale, et puis la complémentaire santé solidaire, la C2S. Premier article que l'on traite ici, l'article 34, sur le ticket modérateur sur les transports sanitaires urgents préhospitaliers qui sera exonéré. Donc la loi prévoit une exonération du ticket modérateur, donc un désengagement des organismes complémentaires, au profit d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie des transports sanitaires préhospitaliers. Deux objectifs. Un objectif de simplification du recouvrement pour les transports sanitaires. Aujourd'hui, ils avaient des difficultés à définir le type de prestation parce qu'il y a de nombreux cas d'exonération, comme les affections de longue durée ou la grossesse et l'accouchement. C'est également donc simplifier le recouvrement et également améliorer la lisibilité pour l'assuré, puisqu'aujourd'hui, là encore, il y a des différences de participation en fonction du statut du transporteur, SMUR ou ambulance privée. Donc voilà, on est sur une logique de simplification et d'amélioration de la lisibilité. Forcément, cette prise en charge à 100% par l'assurance maladie sera compensée par une augmentation du ticket modérateur et il y aura un décret à définir. L'article suivant est l'article 58. La prise en charge de certains dispositifs médicaux sera encadrée et rendue transparente. Alors sur deux postes, sur un premier poste, là aussi, on est toujours dans cette problématique d'accès aux soins et du développement de la télésurveillance médicale. Donc là aussi, hein, c'est par des visios permettre aux professionnels de santé d'interpeller à distance son patient et de pouvoir bah, recouvrir des données ou de prendre des décisions sur une prise en charge. Donc c'est aussi un outil facilitateur pour éviter des déplacements contraignants pour les médecins comme pour les patients. Qu'est-ce qui se passe avec cet article 58? Eh bien, on était dans une phase d'expérimentation et là, on bascule dans un financement de droit commun à compter de l'été prochain. Et cet article prévoit également les modalités de transmission à l'assurance maladie des données d'utilisation, tant par l'exploitant du dispositif que par l'opérateur de télésurveillance. Outre la télésurveillance, c'est la liste des produits et prestations remboursables où là, très clairement, on a une liste de produits qui ne sont pas des médicaments, hein, mais qui sont d'autres produits de santé, comme des lunettes, des audioprothèses, des implants, avec des prestations associées. Et aujourd'hui, leur tarification n'est pas transparente. Et elle n'est pas transparente. L'assurance maladie ne connaît pas les marges des distributeurs et ça pose un problème. Il y a donc un CEPS, un comité économique des produits de santé, qui est chargé de négocier avec les représentants des distributeurs
de la tarification, et c'est ce qui rend la complexité du dispositif. Donc par conséquent, il y a une volonté vraiment de régulation afin de permettre la dissociation de la tarification du produit, celle de la marge du distributeur et celle de la prestation. Ce conseil économique pourra conclure des conventions avec un ou plusieurs produits qui détermineront les remises consenties, les conditions et les modalités de mise en œuvre par les fabricants et les distributeurs d'études. Donc on est vraiment sur cette volonté de régulation et de transparence, ce qui fait qu'on va vraiment imposer euh, cette transparence aux distributeurs, et s'ils n'appliquent pas les règles du Conseil économique, eh bien, il pourrait y avoir des pénalités avec des contrôles qui seront effectués par les URSSAF. Il y aura une modalité d'application qui sera fixée par décret. Donc, on a aussi la problématique des scandales des maisons de retraite, du scandale Orpea, avec des financements publics et puis des marges qui sont considérées comme excessives par les organismes privés, avec du financement public. Donc, il y a vraiment la volonté de la sécurité sociale d'avoir un contrôle beaucoup plus fort sur ces produits qui ne sont pas des médicaments. Forcément, et c'est le point de vigilance qu'on vous apporte ici, sera toutes les dispositions de cet article auront à terme un impact sur les organismes complémentaires, puisque les assureurs, comme la sécurité sociale, auront une lecture plus fine des tarifs appliqués par les entreprises fabricants, mais également distribuant ces dispositifs médicaux. Donc on est vraiment sur cette volonté de contrôle, comme ça a été évoqué dans l'introduction. Alors, on n'est pas vraiment sur de la fraude sociale, mais en tout cas, une volonté de la sécurité sociale de mieux réguler et encadrer ces prestations médicales hors médicaments. L'article 61 évoque les prothèses capillaires avec un rappel, l'article L165.1.4 du Code de la sécurité sociale définit les règles de prise en charge pour les distributeurs et exploitants sur certaines prestations qui entrent dans le dispositif 100% santé. Aujourd'hui, le dispositif 100% santé concerne les prothèses auditives, les prothèses dentaires et les lunettes. Ces différents soins, si le patient accepte d'entrer dans le dispositif 100% santé, n'auront aucun reste à charge pour lui. Il a toujours la liberté d'être hors du 100% santé avec les règles précédentes, donc une partie avec la complémentaire santé, prise en charge par la complémentaire santé et éventuellement du reste à charge pour lui. Il existait déjà aujourd'hui une prise en charge de la sécurité sociale pour les prothèses capillaires pour les femmes qui, suite à de la chimiothérapie, auraient perdu leurs cheveux, donc sur des atteintes de cancer ou d'alopécie, qui est la chute de cheveux. Il faut savoir deux possibilités aussi, là, une prothèse capillaire, c'est 350 € qui est pris en charge par la sécurité sociale. On peut aller sur des prothèses capillaires avec du 100% cheveux naturels, et là, on va aller jusqu'à éventuellement une facturation de 700 € et une prise en charge par l'assurance maladie de l'ordre de 250 €. Et donc, le législateur a prévu par cet article 61, en tout cas c'est ce qu'on comprend, d'élargir le dispositif 100% santé aux prothèses capillaires, donc prothèses auditives, prothèses dentaires, lunettes et prothèses capillaires pour les femmes atteintes de cancer ou d'alopécie. Pour ce faire, il y aura la nécessité de travailler sur les nomenclatures afin d'améliorer les caractéristiques et la qualité des prothèses capillaires inscrites sur la liste des produits. On profite de cet article 61 qui porte sur les prothèses capillaires pour faire un rappel du 100% santé. Donc, comme je vous l'ai indiqué, aujourd'hui, ça concerne 3 types de soins, prothèses dentaires, lunettes et prothèses auditives. Ce dispositif n'a pas atteint les objectifs de la sécurité sociale au niveau des lunettes, puisque vous voyez, c'est une faible utilisation du dispositif 100% santé, entre 12 et 14% en fonction des verres et des montures qui rentrent dans ce dispositif. Bon, il est vrai que les opticiens n'en font pas une grande promotion, même s'ils ont l'obligation d'effectuer un devis avec ce 100% santé. Par contre, on se rend compte que pour les soins dentaires, et plus particulièrement les prothèses, bien aujourd'hui, plus de la moitié des prothèses sont réalisées dans le cadre du 100% santé. Donc,
On n'est pas sur de la prothèse céramique, hein, on est sur de la prothèse métallique en fond de bouche et un autre matériel qui s'appelle le zircone en fond de bouche, qui est un bon matériel et qui fait que les prothèses dentaires, dans le cadre du 100% santé, se sont bien développées. Elles n'avaient pas été anticipées à ce niveau par les complémentaires santé et ont représenté un coût extrêmement élevé, ce qui malheureusement a impacté l'évolution tarifaire des mutuelles au 1er janvier de cette année avec une assez forte indexation de tous les organismes qui distribuent des complémentaires santé. Après cette remarque, un petit rappel aujourd'hui qui concerne uniquement les dispositifs de santé individuelle et collective, pas la prévoyance. C'est la possibilité d'une résiliation infra-annuelle. Donc, si mon contrat a plus d'1 an, je peux le dénoncer à tout moment, moyennant un préavis d'1 mois. Donc, c'est apporter beaucoup plus de souplesse pour les assurés et les entreprises pour éventuellement dénoncer leur contrat si celui ne s'avère pas aussi performant qu'ils le souhaiteraient. On reste dans la santé avec l'article 105 qui concerne. Là, j'ai mon écran qui a sauté. Alors, je ne sais pas si vous le voyez toujours. Je n'arrive pas à le mettre en mode diaporama. J'espère que vous voyez bien. C'est bon. C'est bon, ouais, c'est revenu. Bon, il y a eu un petit bug, mais c'est revenu. Alors, la complémentaire santé solidaire. L'objectif, c'est de permettre aux assurés les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge de la part complémentaire de leurs soins avec deux mesures, soit totalement gratuitement, donc il y a des plafonds de revenus à ne pas dépasser, soit avec une participation financière qui représente en gros 1 euro par jour. Elle remplace deux dispositifs, la complémentaire maladie universelle complémentaire, la CMUC, et l'aide au paiement d'une complémentaire santé, l'ACS. Par contre, le législateur se rend compte que de nombreuses personnes qui bénéficient de minima sociaux ne recourent pas à ce dispositif. Et donc, il est prévu un élargissement à 2 niveaux. Tout d'abord, sur le premier niveau, où il n'y a aucune participation financière. Donc, jusqu'à présent, seuls les bénéficiaires du RSA étaient réputés avoir droit à la C2S. Désormais, les jeunes majeurs de moins de 25 ans qui vivent sous le même toit qu'un bénéficiaire du RSA sont également réputés avoir droit à ce dispositif sans participation financière. Concernant la C2S avec participation financière, jusqu'alors, les bénéficiaires de l'ASPA, allocation de solidarité aux personnes âgées, qui n'avaient pas exercé d'activité salariée ou indépendante pendant les 3 mois précédant le dépôt de leur demande, avaient le droit à ce dispositif, moyennant une participation financière. Eh bien, ce dispositif est étendu à leurs conjoints, concubins ou partenaires pacsés, dans les mêmes conditions d'absence d'activité. Donc voilà, on est sur un assouplissement de ce dispositif C2S. Voilà, vous trouverez ici les plafonds de ressources applicables au 1er juillet 2022. Donc voilà, je suis allé sur amélie.fr, il n'y a pas de données 2023. Et en tout cas, voilà les plafonds de ressources pour pouvoir bénéficier de la complémentaire santé solidaire, donc des revenus inférieurs à 9 000 euros pour une personne qui vit seule, sans participation financière, et une personne qui vit seule avec une participation financière, il faut avoir des revenus inférieurs à 12 000 euros. Et dans ce cas-là, on est, comme je vous le disais, sur une participation financière d'à peu près 1 euro par jour, donc 360 euros à l'année. On a balayé les mesures qui concernent la santé. On va désormais aborder 2 mesures qui concernent la prévoyance. C'est la poursuite de mesures dérogatoires qui avaient été prises en lien avec la crise sanitaire. L'article 27 concerne notamment les travailleurs indépendants. Pour les professions indépendantes, il sera possible de neutraliser les revenus de 2022 pour calculer le montant des indemnités journalières sur des arrêts qui vont avoir lieu cette année. Donc,
Pour rappel, hein, comment se calcule le montant des indemnités journalières pour les dirigeants d'entreprise affiliés à la SSI? Eh bien, ce montant des IJ est égal à 1,730e du revenu professionnel annuel moyen des 3 dernières années. Par conséquent, quelqu'un qui est en arrêt de travail en 2023, eh bien, on va prendre la moyenne de ses revenus 2022, 2021 et 2020 pour calculer le montant de ses indemnités journalières. Par conséquent, vous pouvez avoir une année 2020 avec des revenus dégradés et qui entraînerait une baisse naturelle du montant des indemnités journalières versées cette année. Donc, on se retrouverait sur une triple peine. J'ai eu des revenus dégradés en 2020, je suis en arrêt de travail cette année et en plus, je vais avoir un montant d'indemnité journalière plus faible que initialement prévu. Donc, c'est pour cette raison qu'il est prévu de neutraliser ce montant des IJ. Le montant des indemnités journalières, il est plafonné à un demi-pass qui représente à peu près 60 € par jour cette année. Donc, pour échanger beaucoup avec vos professions sur les arbitrages de rémunération, il est toujours intéressant quand l'entreprise en a les capacités économiques de porter la rémunération de vos dirigeants au pass. Ça lui permet en cas d'arrêt de travail de bénéficier ainsi des prestations maximales de la SSI et puis bien évidemment de se fabriquer aussi le maximum de retraite de base. Prévoyance maximale, retraite de base maximale, essayer d'aller vers une rémunération au moins égale au pass. Pour rappel, hein, il y a des précédentes LFSS qui ont eu pour objet d'essayer d'harmoniser les prestations de prévoyance de la SSI avec celles des salariés du régime général. Désormais, pour tout arrêt de travail supérieur à 7 jours, la franchise est de 3 jours, comme pour les salariés du privé. Donc un déclenchement des IJ après une franchise de 3 jours pour un arrêt de travail d'au moins 7 jours. La possibilité aussi pour les travailleurs indépendants de bénéficier d'indemnités journalières pendant 3 ans en cas d'affection de longue durée. La possibilité également, comme pour les salariés du privé, de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, donc après un arrêt de travail, de pouvoir reprendre leur activité à temps partiel et de continuer à percevoir des indemnités journalières diminuées de moitié. Donc voilà, on est vraiment sur cette harmonisation des prestations de prévoyance entre les salariés du privé et les travailleurs indépendants affiliés à la SSI. On a parlé de la santé tout à l'heure. Là, les règles au niveau de l'assurance maladie et de remboursement sont strictement identiques entre TNS et salariés. Après le SSI, on va parler des exploitants agricoles. Ah oui, juste, j'ai oublié de vous en parler, hein. Je fais juste un petit rappel aussi ici sur les conséquences de la crise sanitaire. Ça, c'était la LFSS 2021, dans son article 69, qui a mis en place, qui a instauré un régime d'indemnité journalière pour les professions libérales, pour toutes les professions libérales qui relèvent de la CNAVPL, donc toutes les professions libérales hormis les avocats, avec donc un dispositif qui permet de bénéficier d'indemnités journalières entre 3 jours et 90 jours, 50% du revenu limité à 3 passes, avec une cotisation assez faible, hein, qui est de 0,3% du BNC ou de l'allocation de gérance. Donc ça a été mis en vigueur en juillet 2021. Les cotisations sont recouvrées par les URSSAF et les prestations versées par les CPAM. Par contre, hein, ce qu'on vous montre sur le graphique ici, c'est qu'après un arrêt de travail de 90 jours, eh bien, le relais peut être pris ou pas par les caisses professionnelles. Donc, c'est le cas des caisses des professions libérales de santé, CARMF, CARCDSF et CARPIMCO. Et c'est également le cas de la CAVEC. Toutes les autres caisses des professions libérales n'ont toujours pas de prestations après 90 jours. Donc là aussi, hein, les choses s'améliorent, mais la nécessité d'être extrêmement vigilant. On parlait de la CIPAV, par exemple, c'est une caisse où après 90 jours d'arrêt de travail, il n'y a pas de prestation. Là aussi, hein, c'était une conséquence de la crise sanitaire puisque les professionnels de santé libéraux ont été fortement impactés par des arrêts de travail et donc il a été mis en place ce système d'IJ entre 3 jours et 90 jours. Voilà, c'est un petit rappel. On reste sur la prévoyance et on évoque dans l'article 94 la protection, une meilleure protection des exploitants agricoles en cas d'ATMP. Pour vous resituer le contexte, aujourd'hui, l'agriculture est une activité qui s'exerce de moins en moins à part entière.
pour des raisons structurelles et des raisons économiques, il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui ont une activité en dehors de leur exploitation agricole, une activité de salarié. On considère qu'aujourd'hui, c'est environ un agriculteur sur 4 qui est pluriactif, donc une activité agricole et une activité en dehors de son exploitation. Jusqu'à présent, donc dans ce petit tableau avant la LFSS 2023, si l'exploitant agricole était en accident du travail ou en maladie professionnelle, eh bien, il ne pouvait percevoir que des indemnités journalières de son statut de salarié. Désormais, il pourra cumuler, en cas d'ATMP, à la fois des IJ de son statut de salarié et des IJ de l'AMEXA, hein, qui est le dispositif qui verse des prestations pour les non-salariés agricoles. Ce qui est complètement logique, hein, parce qu'en cas d'arrêt de travail et de maladie professionnelle, je ne peux plus du tout exercer d'activité professionnelle, donc je peux avoir une perte de revenus sur mes deux métiers, et donc là, ça permet de résoudre une incohérence. Parallèlement, une autre mesure là est à destination des aidants du chef d'exploitation. Aujourd'hui, en cas d'ATMP, seuls les chefs d'exploitation ont le droit à une rente à partir de 30% d'incapacité permanente partielle. Eh bien, désormais, les conjoints collaborateurs, aides familiales, vont aussi pouvoir bénéficier de cette indemnité à partir de 30%, puisqu'auparavant, c'était uniquement dans un taux de 100%, donc un état de santé malheureusement assez dégradé. Sachant que là, la rente qui leur sera attribuée sera diminuée de moitié, mais là aussi, on va vers une meilleure protection des aidants dans les exploitations agricoles. Alors, je fais un petit focus sur les non-salariés agricoles, si vous avez cette population, pour rappeler que c'est une population qui est extrêmement sujette à des accidents de travail. Ils travaillent avec des machines extrêmement puissantes et dangereuses. Et par conséquent, on rappelle ici que le taux de mortalité par accident du travail dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche, c'est la plus élevée de tous les secteurs. On rappelle aussi que les exploitants agricoles ont la mortalité par suicide la plus élevée de toutes les catégories sociales. Aujourd'hui, la MSA mène beaucoup d'actions de prévention, mais ça reste quand même des chiffres qui sont extrêmement inquiétants. C'est pour cette raison que, en termes d'accompagnement client, si vous avez cette population d'exploitants agricoles, il est extrêmement important de réaliser avec eux un audit de prévoyance afin à la fois de sécuriser leurs revenus, mais aussi d'assurer la protection de leur famille. On en a fini avec le volet prévoyance et on va aborder la retraite et on en revient au cumul emploi-retraite. Donc on a vu un précédent article qui concernait une exonération des charges sociales pour les médecins qui poursuivaient une activité en étant à la retraite. Donc là encore, je fais un rappel, deux types de cumul emploi-retraite. Le cumul emploi-retraite libéralisé, alors là, c'est valable pour toutes les professions. Donc, c'est aussi important que vous puissiez bien avoir ça en tête pour accompagner vos clients sur des stratégies de fin de carrière. Donc, le cumul emploi-retraite libéralisé, c'est la possibilité de cumuler l'intégralité d'un revenu avec un revenu d'activité professionnelle sans plafond. Pour ça, il y a deux conditions. C'est avoir atteint l'âge légal, 62 ans aujourd'hui, et avoir sa retraite à taux plein. Si je n'ai pas atteint l'âge légal, par exemple le dispositif carrière longue, ou si je n'ai pas tous mes trimestres, dans ce cadre-là, mon revenu d'activité professionnelle ne doit pas dépasser un plafond chez les TNS, qui est d'un pass pour les professions libérales et d'un demi-pass pour les dirigeants d'entreprise affiliés à la SSI. Pour les salariés, il y a des règles qui sont liées aux précédents revenus, avec des délais de carence en cas de reprise d'activité chez le même employeur, un délai de carence de 6 mois. Voilà les grandes règles sur le cumul emploi-retraite total et le cumul emploi-retraite plafonné. L'article 116 de la loi ouvre à tous les soignants retraités qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité dans un désert médical la possibilité de bénéficier d'un cumul emploi-retraite total.
Ça veut donc dire que pour ces professions-là, eh bien, on va leur faciliter les choses, même s'ils n'ont pas la retraite à taux plein, ils vont quand même pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé, par conséquent, sans plafond de revenus. Et ça s'applique aussi bien pour une activité libérale que pour une reprise d'activité salariée à l'hôpital, par exemple. Donc là aussi, hein, vous voyez, il y a un certain nombre de mesures dans cette LFSS qui sont prises pour inciter les médecins à travailler plus longtemps. On est dans cette problématique d'accès aux soins. On est aussi sur la problématique avec le cumul emploi-retraite de l'employabilité des seniors. C'est un des gros sujets de la réforme sur les retraites. À partir du moment où on recule l'âge légal de départ à la retraite, se pose l'emploi des seniors. La France est dans le taux d'emploi des seniors est l'un des plus faibles en Europe. On est à peu près à un tiers des 60-64 ans qui sont en activité professionnelle, alors que dans les autres pays d'Europe, c'est le double. Hop, ça a à nouveau sauté, ma présentation. Mince, c'est embêtant. Donc, ce qu'il est prévu par la réforme des retraites, alors là aussi, hein, je vais vous présenter tout au long de cette présentation ce matin quelques projets de loi de la réforme des retraites, sachant que bien sûr, elle n'est pas votée, il faut beaucoup de prudence. Même si elle est votée, parfois les réformes sur les retraites n'entrent pas en application. Hein. On pense à la réforme d'Alain Juppé de 1995. Donc voilà, beaucoup de prudence par rapport à cette réforme des retraites. En tout cas, il est prévu aujourd'hui, alors que ce dispositif concerne à peu près 500 000 retraités en France, que contrairement à ce qui est le cas aujourd'hui, où dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, je paye des charges qui me génèrent plus de droits, eh bien qu'aujourd'hui, enfin, plutôt après cette réforme, en situation de cumul emploi-retraite, je continue à me fabriquer des droits de retraite afin d'améliorer ma pension. Donc on est vraiment sur le développement des dispositifs transitoires entre le toute activité et le tout retraite. La transition entre les deux sera favorisée et au-delà du cumul emploi-retraite, nous évoquerons tout à l'heure la retraite progressive. Je surveille l'heure. On est dans les temps. On a traité des deux premières parties de cette LFSS 2023. Donc, on voit bien que parallèlement à cette LFSS, eh bien, il y a d'autres lois qui sont en cours. Je vous parlais du RIST pour la médecine. Également, la réforme des retraites, puisque, mais comme vous le savez, cette réforme ne va pas faire l'objet d'une loi organique, comme c'est le cas hein, de toutes les précédentes réformes sur les retraites. Elle va faire l'objet d'une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, ce qui pourrait d'ailleurs poser un problème constitutionnel, mais là encore, on n'en est pas là. Laissons le parcours parlementaire se réaliser. On va donc aborder dans cette troisième partie le rappel de d'autres mesures qui peuvent impacter vos clients sur cette année 2023 et on va accorder une attention particulière à la CIPAV. Donc, on l'a déjà évoqué avec la LFSS de cette année, le rattachement des psychomotriciens. Avec l'article 12 de la LFSS 2022, le recouvrement des cotisations CIPAV confiées aux URSSAF. L'article 15 de la LFSS 2018 avec la possibilité de certaines professions affiliées à la CIPAV de rejoindre la SSI. Et puis enfin, une réforme globale des cotisations et des prestations prévoyance retraite de la CIPAV. Donc vous voyez un gros volet, ce qui fait que cette année, s'il y a bien une catégorie de vos clients à accompagner, eh bien ce sont vos clients qui sont affiliés à la CIPAV. Ce qu'il faut savoir, c'est que la CIPAV, c'est la caisse qui, en volume, représente le plus d'assurés parmi toutes les caisses des professions libérales. C'est devenu au fil du temps une caisse un peu fourre-tout qui a regroupé 150 professions différentes, ce qui a posé de nombreux problèmes, hein, une explosion des assurés, problème de recouvrement des cotisations, problème de versement des prestations. Bon, il y a une perquisition qui a été faite hein, au siège de la CIPAV, je crois que c'était il y a une quinzaine de jours. En tout cas, il y a un rapport de l'IGAS qui avait constaté qu'entre 2012 et 2018, le taux de recouvrement des cotisations sociales
était de 74%, alors que sur la même période, à la SSI, on était sur un taux de recouvrement par les URSSAF de plus de 93%. Donc il a été décidé, là encore, hein, pour assurer un meilleur service aux affiliés CIPAV, interlocuteur unique, échéancier unique, une seule démarche à faire pour régler les cotisations, et bien que l'ensemble des cotisations soient recouvrées par les URSSAF. Il n'y a aucune démarche à faire par les professionnels libéraux, et ça y est, hein, c'est en œuvre depuis le début de l'année. C'est la dernière année dont on va parler de cet article 15 de la LFSS 2018, hein, ceux qui m'ont vu intervenir déjà depuis 3 ans sur ce sujet. Donc il y a entre guillemets un ménage qui a été fait à la CIPAV. On a évoqué tout à l'heure les psychomotriciens qui rejoignent la liste des professions qui forcément vont dépendre de cette caisse. Toutes les professions qui ne font pas partie de cette liste mais qui étaient affiliées à la CIPAV, eh bien avant 2019, ont la possibilité de quitter la CIPAV et de rejoindre la sécurité sociale des indépendants, et c'est la dernière année pour le faire. Ils ont jusqu'au 31 décembre 2023. Cette option de rattachement à la SSI est irrévocable et forcément, là encore, pour éviter de faire perdre un potentiel avantage pour vos clients, il est nécessaire d'effectuer le comparatif puisque les cotisations et les prestations sont très différentes entre la CIPAV et la SSI. On l'a vu tout à l'heure au niveau de la prévoyance. Donc, c'est important de faire ce comparatif et peut-être de faire basculer certains de vos clients à la SSI. Hein. Vous pouvez avoir notamment de nombreux gérants de holding qui ont pu être affiliés à la CIPAV et qui ont souvent des revenus assez confortables. Eh bien, une étude, un audit de protection sociale peut être tout à fait pertinent. Je vous donne un exemple. J'ai un de mes clients qui est affilié à la CIPAV et qui a fait une crise cardiaque l'année dernière, donc opéré en urgence, pose de stent. On a vu tout à l'heure que les indemnités journalières de la CIPAV s'arrêtaient, enfin plutôt de la CPAM, s'arrêtaient après 90 jours pour les professionnels libéraux, pardon. Par conséquent, tout intérêt pour mon client à basculer à la SSI parce qu'il va pouvoir bénéficier, si malheureusement il est à nouveau en arrêt de travail, eh bien d'indemnités journalières en cas d'affection de longue durée, potentiellement pendant 3 ans. Donc voilà, en fonction du montant de revenus de vos clients, mais également de leur situation familiale, de leur état de santé, eh bien, ça peut être judicieux de basculer à la SSI. Pour ça, il faut faire un audit. Là, je vous donne un petit exemple, hein, sur un revenu de 50 000 euros avec les prestations de prévoyance, arrêt de travail, invalidité et un bilan de retraite. Et la comparaison sur une bascule à la SSI avec un revenu de 50 000 euros. Donc, vous voyez, hein, des indemnités journalières un petit peu plus faibles, mais qui peuvent être versées pendant 3 ans. Une rente d'invalidité qui passe de 7% à 40%. Des capitaux d'essai quasiment identiques, mais par contre, côté CIPAV, l'avantage de bénéficier de rente de conjoint et de rente éducation. Et à la SSI, une amélioration de la retraite de 4%. Donc, en tout cas, voilà, hein, vraiment, réaliser cet audit pour vos clients. C'est la dernière année. Parallèlement à cette option, tous les affiliés à la CIPAV sont impactés par des nouvelles modalités de calcul des cotisations. On était notamment au niveau de la retraite, hein, la CIPAV, dans un système assez proche de ce que vous connaissez à la CAVEC, avec des classes de cotisation liées aux revenus professionnels. Eh bien, désormais, on va passer sur un système de taux de cotisation proportionnel aux revenus. Alors, excusez-moi, on est toujours sur le PAS 2022, mais ça ne change pas grand-chose à la logique. Hein. Au niveau de la prévoyance, nous allons être sur un taux de 0,5% du BNC ou de la rémunération de gérance, dans la limite de 1,85 PAS. Pour les cotisations de retraite, deux taux, un de 9% jusqu'au PAS et ensuite un taux de 22% entre un PAS et 3 PAS. Donc on passe bien d'un système forfaitaire à un système proportionnel au revenu d'activité. Tous vos clients vont être impactés. Donc il va être important de mesurer à la fois potentiellement un surcoût
ou un gain, et éventuellement aussi l'impact sur leurs prestations qui peuvent être soit améliorées, et tant mieux, soit éventuellement dégradées. Et là, il sera judicieux de peut-être réajuster les systèmes assurantiels complémentaires. On fait un petit focus sur la partie prévoyance. En haut à gauche, vous avez plutôt le fonctionnement des classes CIPAV, 3 classes A, B, C, qui apportaient des prestations non pas en cas d'arrêt de travail, hein, on l'a dit tout à l'heure, aucune prestation en cas d'arrêt de travail, mais des prestations en cas d'invalidité, pour un taux d'invalidité assez fort, des capitaux d'essai et des rentes de conjoint et des rentes éducation. De fait, sans demander quoi que ce soit, l'assuré CIPAV était en classe A, il pouvait sur option opter pour la classe B ou C. Très clairement, hein, le bon conseil à donner, c'était d'opter pour la classe C, parce que pour un coût modique, ça permettait quand même d'avoir des capitaux d'essai de quasiment 80 000 euros et des rentes de conjoint et d'éducation de quasiment 8 000 euros. Donc quelqu'un qui est en couple avec des enfants, c'était quand même une très bonne protection pour la famille. Désormais, on passe non plus de cotisation forfaitaire, mais d'un taux de cotisation avec un calcul qui est très complexe. J'ai mis du temps à en comprendre son fonctionnement. Grâce à ce taux de cotisation, vous allez acheter des points. Ces points, vous allez les multiplier par une valeur, puis appliquer un coefficient. Je peux vous avouer que c'est quand même assez illisible pour nos clients. Donc le coefficient d'application dépendra du risque. Le risque d'essai 0,1, pardon, le risque invalidité 1 tiers et la rente d'essai, éducation et de conjoint 0,1. Le mieux, c'est de vous donner un exemple. C'est ce qu'on va faire avec un revenu de 2 passes. Là, on est parti du postulat que notre dirigeant, donc il a un revenu de 2 passes, il était en classe CCIPAP, donc avec une cotisation de 380 euros. Désormais, avec le nouveau système, sa cotisation de prévoyance va augmenter de 7%. Elle va passer de 407 euros. Par contre, on se rend compte que dans son cas, les prestations sont également augmentées, prestations d'invalidité. Le capital d'essai est augmenté. Il y a une légère majoration en cas de décès accidentel, ce qui n'existait pas auparavant. Et puis la rente de conjoint et la rente éducation est également majorée. Donc on se rend compte que dans un schéma de passe, finalement, la cotisation est un petit peu plus élevée, mais les prestations le sont également. Par contre, quelqu'un qui a un ostéopathe qui a un BNC de 30 000 euros et qui avait opté pour la classe C, donc là avec un revenu inférieur au pass, eh bien ses prestations en cas de décès et donc la protection de sa famille vont être fortement dégradées. Donc voilà, c'est là où il va falloir être extrêmement vigilant parce que sur les revenus inférieurs à 2 passes et encore plus inférieurs à 1 pass et qui avaient opté pour la classe C prévoyance CIPAV vont avoir des prestations nettement plus faibles et donc une protection de leur famille moindre. Voilà pour le volet prévoyance CIPAV. On passe sur le volet retraite. En haut à gauche, les règles jusqu'en 2022. Copier-coller de la CAVEC, hein, 8 classes de cotisation en fonction du revenu, avec les contraintes que vous connaissez, hein, parfois pour 1 euro de plus, eh bien, ma cotisation de retraite pouvait doubler, ce qui, en termes de pilotage de rémunération, pouvait être difficile à gérer. Par contre, bah, c'est vrai que forcément, pour 1 euro de plus, je doublais certes ma cotisation, mais aussi mes points d'acquisition de retraite. Désormais, on est sur des cotisations proportionnelles au revenu d'activité. On vous a mis des bons passes sur cette planche-là. On rappelle dans le point de vigilance que sur option, l'affilié à la CIPAV avait la possibilité de majorer sa cotisation de retraite pour qu'en cas de décès, la réversion au bénéfice de son conjoint ne soit pas de 60%, mais de 100%. Cette option disparaît. Parallèlement à cette modification des cotisations de prestations de retraite, eh bien, il y a un report de l'âge taux plein de 65 à 67 ans. Il faut savoir que la CIPAV, pour elle, l'âge taux plein était de 65 ans, même si je n'avais pas tous mes retraites. Et désormais, cet âge taux plein est décalé à 67 ans. Ce qui fait que si un assuré de la CIPAV décide de partir avant ses 67 ans et qu'il n'a pas tous ses trimestres, eh bien, il va avoir des pénalités qui ne vont plus être calculées à partir de 65 ans, mais à partir de 67 ans. Donc, ça va dégrader le montant de sa retraite. Idem, s'il n'a pas tous ces trimestres là où il pouvait bénéficier de sa retraite forcément à taux plein, à 65 ans, sa retraite complémentaire CIPAV, bah, désormais,
il ne pourra en bénéficier qu'à 67 ans. Donc là encore, c'est somme toute logique comme fonctionnement, parce que du coup, la CIPAV se cale sur les régimes de base, sécurité sociale ou retraite de base des professions libérales, mais ça a des impacts aussi pour nos clients. Ça a également un impact sur un dispositif de majoration, puisque auparavant, si j'avais ma retraite à taux plein et atteint l'âge de 65 ans, eh bien, je pouvais bénéficier d'une majoration de ma pension CIPAV si je décidais de continuer à travailler après l'âge de 65 ans. Eh bien, désormais, cette majoration n'aura lieu que si je poursuis mon activité professionnelle après mes 67 ans et si uniquement j'ai pu cotiser plus de 30 ans à la CIPAV. Alors, on fait comme pour la partie prévoyance. Un exemple, on a créé des petites calculatrices pour s'adapter à ces nouvelles cotisations-prestations. Donc, un revenu équivalent à 2 passes. L'ancienne cotisation était de 16 000 euros, la nouvelle est de 13 600 euros. Donc, vous voyez une chute de cotisation de 19%. Par contre, vous voyez une acquisition de points qui baisse de 24%. On passe d'une acquisition de points de 396 à 301, ce qui fait que, par exemple, pour un départ à 65 ans, eh bien, la retraite est dégradée de quasiment 6 000 euros, ce qui est considérable. Donc, effectivement, je suis content, je vais payer moins de charges sociales. Par contre, ma retraite va être fortement dégradée. Et si personne ne m'explique les tenants et aboutissants, eh bien, cela peut poser quand même de sérieuses problématiques. Donc, c'est pour ça que vraiment, là, tous vos assurés affiliés à la CIPAV, tous vos clients affiliés à la CIPAV, il va falloir les accompagner cette année. Une baisse de la cotisation de 19% et une baisse des droits, alors soit des points de 24%, soit en fonction de l'âge de départ à la retraite, une perte de droits de 20%. On a fait un petit tableau de synthèse pour voir un peu sur un pass, deux passes, trois passes, quels étaient les impacts. Pour tous les revenus, alors là c'est pour la retraite, mettre de côté la prévoyance, on est confronté à d'autres problématiques, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc en tout cas pour la partie retraite, pour les revenus aux alentours d'un pass, eh bien la cotisation augmente de 30%, mais la retraite augmente également de 30%. Pour les revenus aux alentours de 2 passes, on vient de le voir, la cotisation baisse de 20%, mais les prestations également. Et pour des revenus aux alentours de 3 passes, eh bien, la cotisation augmente de 17%. Par contre, les prestations augmentent dans une proportion moindre, aux alentours de 11%. Ce qui fait que vraiment, voilà, le bon conseil, c'est de réaliser un audit de protection sociale, prévoyance retraite pour tous vos affiliés CIPAV. Ils sont tous concernés par la réforme de leur cotisation prestation. Et en plus, parmi ces clients, eh bien, il y en a certains qui ont la possibilité de basculer à la SSI avant la fin de l'année. Voilà pour la partie CIPAV, je vous l'avais dit, mais c'est des évolutions qui sont fortes et ça nous semblait important de vraiment faire un focus un petit peu plus complet sur les ressortissants de cette caisse. On revient également sur le statut du conjoint collaborateur. On en avait longuement parlé l'année dernière, puisque c'est l'article 24 de la LFSS 2022 qui limite à 5 ans le statut de conjoint collaborateur. Alors, pour avoir beaucoup échangé avec vous l'année dernière, il en reste peu globalement dans vos portefeuilles clients, mais il y en a quand même quelques-uns encore. Donc, il faut pouvoir les accompagner au mieux, puisque tous ceux qui étaient affiliés avant 2022, eh bien, il ne reste plus que 4 ans pour opter pour un autre statut social. Pour rappeler l'évolution de ce statut au fil du temps, donc jusqu'en 2007, il n'y avait pas d'obligation que le conjoint qui travaillait dans l'entreprise ait un statut social. Donc ça a été rendu obligatoire en 2006. Le conjoint qui participe de manière régulière à l'activité de l'entreprise doit forcément bénéficier d'un statut
soit celui de conjoint collaborateur, soit celui de conjoint associé, soit celui de conjoint salarié. Ce statut obligatoire a été étendu aux partenaires pacsés, puis étendu avec la LFSS 2022 aux conjoints, aux concubins. Donc mariés, pacsés, concubins. Pourquoi ce dispositif va être rendu temporaire? Eh bien, c'est tout simplement parce que le législateur s'est rendu compte que ça crée quand même une situation de dépendance économique par rapport au chef d'entreprise. Donc, on est bien dans l'objectif d'une meilleure protection du conjoint. Il faut savoir qu'il y a quand même un tiers des conjoints en France qui travaillent dans l'entreprise de leur mari ou de leur femme. Donc, on est vraiment dans cet objectif de leur faire bénéficier d'une meilleure protection, mais également d'être moins dépendants économiquement de leur conjoint. Donc, à compter de 2022, le statut est rendu temporaire. Bien évidemment, il est encore possible de bénéficier de ce statut. Hein. Il va continuer d'exister, mais il sera temporaire. Hein. C'est-à-dire que si j'opte pour ce statut en 2023, eh bien, je pourrai en bénéficier jusqu'en 2028. Le statut n'a pas disparu en tant que tel. Si à l'issue des 5 ans, aucune décision n'a été prise, eh bien, le conjoint collaborateur sera réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié. J'ai encore vérifié sur le site des URSSAF en début d'année. On pensait que certaines options de conjoint collaborateur allaient être supprimées, mais j'ai retrouvé les 5 options qui existaient précédemment. Les 3 options sans partage et les 2 options avec partage. C'est vrai que très souvent, hein, dans 90% des cas, vous avez opté pour un tiers du pass sans partage, donc une cotisation forfaitaire. Pour les professions libérales, en dehors de la partie base, il est aussi possible d'opter pour des options différentes sur la partie retraite complémentaire, CARMF ou CIPAF par exemple, ce qui fait qu'eux, ils ont non pas 5 options, mais 10 options possibles. Donc là aussi, à chaque option, il faut pouvoir mesurer les impacts en termes de pouvoir d'achat et en termes de retraite. Quels enjeux pour quels conseils? La première question qu'on peut se poser pour vos clients qui ont ce statut de conjoint collaborateur, c'est est-ce qu'il faut changer tout de suite ou plutôt attendre le dernier moment? Bien, forcément, je vais répondre que ça dépend de la situation. Je me suis rendu compte que pour certains de vos clients qui pourraient avoir des gros BIC, BNC hein, de plus de 100 000 euros, ça pouvait avoir un intérêt à conserver ce statut encore quelques années, notamment par le partage des enveloppes fiscales d'épargne retraite dans le cadre de la loi Madelin. Donc là, voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant de conserver ce statut, mais il est vrai que dans la majorité des cas, quand même, ça peut être plutôt judicieux de basculer sur un autre statut. Alors, parfois, pourquoi pas une transformation de l'entreprise individuelle en SARL avec une cogérance ou tout simplement un statut de salarié pour le conjoint. Mais là, en fait, tout dépend des fonctions exercées par le conjoint, de ses responsabilités au sein de l'entreprise. Euh, c'est ce qui va définir son statut, cadre, non cadre, co-gérant, pas co-gérant, pour quel niveau de rémunération, temps plein, temps partiel. En tout cas, les enjeux, ils sont multiples, sociaux, fiscaux, patrimoniaux, juridiques. Quel impact sur l'enveloppe entreprise? Quel revenu immédiat pour le couple, leur pouvoir d'achat? Quel revenu de remplacement en cas d'arrêt de travail du dirigeant, de son conjoint, en cas de décès, en cas de séparation, hein, divorce, rupture de Pacs, également en cas de liquidation économique de l'entreprise? Il faut anticiper tous ces risques, mais aussi quel revenu différé pour le couple, retraite et réversion. Moi, j'ai envie de vous dire, à partir du moment où le couple travaille dans la même entreprise, on doit se poser ce type de questions. Qu'il soit aujourd'hui co-gérant ou qu'il y en ait un gérant et l'autre salarié, ou un mandataire social assimilé salarié et le conjoint salarié. Dans tous les cas, à mon avis, on est forcément sur des zones de risque à partir du moment où le couple travaille dans la même entreprise. Oui, donc l'accompagnement client, hein, voilà, typiquement audit de protection sociale du couple, hein, prévoyance santé retraite, avec là aussi une vue patrimoniale et parfois l'intérêt de faire intervenir le notaire.
Je vous ai préparé un petit cas pratique comparatif. Une entreprise individuelle, une boulangerie avec un BIC de 50 000 euros, conjoint collaborateur interdit passe sans partage. C'est madame qui est conjoint collaborateur, qui exerce une activité, voilà, un petit peu de vente, plus quelques tâches administratives. Elle travaille à temps partiel, avec un temps assez variable. On se pose la question d'un nouveau statut, de la faire basculer tout de suite salarié à temps partiel avec un salaire annuel brut de 12 000 euros par an. Quels sont les impacts? Aujourd'hui, on est sur une enveloppe de 76 000 euros, hein, donc le BIC, plus les charges sociales du dirigeant, plus les charges sociales en tant que conjoint collaborateur. Forcément, cette enveloppe ne va pas bouger. Donc si on fait passer madame salariée à temps partiel, vous voyez, on améliore le net disponible du couple qui passe à 1 700 euros. Donc finalement, c'est moins cher. Par contre, on va dégrader la retraite du couple. Le BIC de monsieur passe de 50 000 à peu près 42 000. Et donc finalement, on va dégrader sa retraite. Par contre, on offre aussi des nouvelles sécurités à madame. Elle va pouvoir bénéficier du chômage. Il y a un vrai lien de subordination entre deux. Elle va pouvoir bénéficier de la complémentaire santé conventionnelle et du régime de prévoyance conventionnelle. Elle pourra prétendre à des indemnités de fin de carrière. On va pouvoir aussi, dans certains cas, ouvrir les enveloppes d'épargne salariale, plan épargne entreprise, plan d'épargne retraite collectif. Donc, on a quand même de nouveaux leviers qui s'ouvrent à nous avec ce statut de salarié et qui représente un coût assez faible puisqu'on est dans les allègements finaux sur bas salaire. Donc voilà, un petit cas pratique, mais il faut faire ce travail pour voir ce qui est le plus judicieux, travailler sur la rémunération, le temps de travail, et puis les régimes facultatifs. On passe sur la partie retraite, le dernier volet, avec un rappel de l'article 116 de la LFSS de l'année dernière et un rappel de l'article 110. L'article 107. On rappelle tout d'abord que depuis 2014, hein, depuis la réforme Touraine, on va en reparler d'ailleurs tout à l'heure de la réforme Touraine, quand je suis dirigeant affilié à la SSI, ou de toute façon, j'aurais dû commencer par ça, hein, pour toute personne, pour tout travailleur français, pour acquérir un trimestre, eh bien, son assiette de cotisation doit être au minimum de 150 SMIC horaires. Hein, on est déconnecté du temps de travail, on est bien sur un montant de rémunération. Auparavant, avant 2014, on était sur 200 SMIC horaires. Pourquoi on est passé à 150? Là, il y a une forme de cohérence du législateur. La réforme de 2014 a allongé la durée de cotisation, donc on a réduit les assiettes de cotisation pour acquérir des trimestres. Les travailleurs indépendants, auparavant, ils pouvaient, si ils avaient une trop faible rémunération, n'acquérir qu'un trimestre par an. Désormais, même s'ils n'ont pas de rémunération, ils vont avoir une cotisation forfaitaire qui va leur permettre d'acquérir 3 trimestres. Crise sanitaire 2020-2021, nos dirigeants ont pu avoir des rémunérations nulles ou dégradées, qui a pu engendrer la non-validation de 4 trimestres dans leur année. Eh bien, la LFSS de 2022 va leur permettre, donc, sous certaines conditions, de bénéficier de ce trimestre supplémentaire. Et donc, ça a été précisé par un décret du 25 novembre de l'année dernière. Et les travailleurs indépendants qui bénéficieront de ce dispositif seront informés cet été, donc, enfin avant cet été plutôt, hein, vous voyez, au plus tard le 31 mai 2023. C'est d'autant plus important que toutes les réformes sur les retraites, hein, depuis la réforme Veil de 93, eh bien, il y a eu une forte allongement de la durée de cotisation. Et on va le voir, hein, la réforme Borne accélère le dispositif Touraine. Et forcément, le fait de ne pas avoir tous ces trimestres entraîne des décotes. C'est 1,25% par trimestre manquant, dans la limite de 25%. Non seulement c'est de la décote sur la retraite de base, mais c'est des abattements sur les régimes complémentaires Agirc-Arrco et le régime complémentaire des indépendants. Un trimestre,
1% par trimestre manquant. Donc, je peux avoir un abattement de 25% sur ma retraite de base et de 20% sur mes régimes complémentaires par point. Donc, c'est vraiment très impactant de ne pas avoir tous ces trimestres. Donc, c'est pour ça que là, en termes d'accompagnement client, ce qu'il faudra faire l'année prochaine, en 2024, c'est télécharger sur le site de l'assurance retraite un RIS, un relevé individuel de situation, pour voir si sur les périodes 2020-2021, les 4 trimestres de vos clients ont bien été actés. Justement, je rappelle la réforme Touraine. Avec l'allongement de la durée de cotisation, on est passé progressivement en fonction de son année de naissance de 166 trimestres à 172 pour les générations qui ont la chance d'être nées après 1973. Là encore, hein, beaucoup de prudence par rapport à la réforme Borne, mais ça me semble intéressant pour vous de pouvoir l'évoquer aujourd'hui. Vous voyez une accélération de la réforme Touraine, puisque, par exemple, un de vos clients qui pouvait être né en 1966 et qui n'avait besoin que de 169 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, désormais, il aura besoin de 172 trimestres. Donc 3 trimestres de plus que ce qui était prévu en 2014. C'est considérable. Et parallèlement, vous voyez le recul progressif de l'âge légal de 62 ans à 64 ans avec 3 mois supplémentaires par année de génération. Donc, double impact. Si on reprend l'exemple de l'année 1966, je pouvais partir à taux plein avec 169 trimestres et à 62 ans. Désormais, je ne peux plus partir à taux plein avant 63 ans et 6 mois, et il me faudra 172 trimestres. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de négociations qui sont en cours aujourd'hui, notamment sur le dispositif carrière longue. On pourrait avoir le cumul de 3 dispositifs carrière longue, un dispositif carrière longue 62-64, un 60-62 et un 58-60. Bon, le dispositif 58-60, à mon avis, il va avoir des règles quand même très, très difficiles à obtenir, hein. Donc, ça sera vraiment des cas à la marge. Mais il a été évoqué quand même par Elisabeth Borne que logiquement, on ne devrait pas avoir de durée de cotisation supérieure à 43 ans. Donc un dispositif carrière longue qui va quand même être présent et qui profitera à un certain nombre de nos clients. Mais bon, voilà, on va attendre que le projet soit acté. Dans tous les cas, là aussi, hein, il va y avoir un gros travail auprès de nos clients, puisque tout ce que l'on a dit avant cette réforme, si elle est votée, bah, sera faux. Donc la nécessité de réactualiser les bilans de retraite pour en mesurer les impacts sur la retraite de nos clients et leur permettre de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Dernier point sur la partie retraite. Je vous ai évoqué le cumul emploi-retraite, donc la possibilité de cumuler un revenu d'activité avec une pension de retraite, la volonté du législateur de l'assouplir pour permettre non plus de payer des charges sociales sans création de droit, mais avec la création de droit. Il existe un autre dispositif qui est moi, que je trouve juste super à utiliser, hein, à la fois pour vos dirigeants eux-mêmes, mais également pour vos dirigeants au bénéfice de leurs salariés, des salariés de leur entreprise, un vrai outil RH qui est la retraite progressive. C'est un dispositif qui existe depuis 1988 et qui permet d'aménager la transition entre vie active et retraite. Très clairement, à partir du moment où on recule l'âge légal, eh bien, il faut travailler sur l'employabilité des seniors et on sait qu'on n'a pas la même énergie à 40 ans qu'à 62 ans. Et donc, c'est vraiment intéressant de travailler sur ces dispositifs transitoires. Ça a été une première fois assoupli en 2014 et ça a eu pour effet de démocratiser un peu plus ce dispositif qui est assez méconnu et peu usité. Parce qu'aujourd'hui, il y a à peu près 25 000 personnes qui en bénéficient. Quand tout à l'heure, on évoquait 500 000 retraités en situation de cumul emploi-retraite. Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce dispositif? Alors, il faut avoir atteint l'âge légal de retraite diminué de 2 ans. Donc, ça ne peut pas être inférieur à 60 ans puisque l'âge légal aujourd'hui, c'est 62. Donc là encore, le projet de loi d'Elisabeth Borne évoque la retraite progressive, mais sans être très précis sur l'accès
en termes d'âge. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve sur la retraite progressive. Donc, plusieurs conditions. Avoir atteint l'âge légal diminué de retraite diminué de 2 ans, avec une notion quand même de durée de cotisation, donc avoir acquis au moins 150 trimestres, exercer une activité salariée à temps partiel, ou pour les travailleurs indépendants, diminuer son revenu d'activité, donc c'est très difficile à organiser pour les BIC, plus pour les dirigeants d'entreprise, gérants majoritaires des CRL à l'IS. Pour les salariés, l'accord de l'employeur est nécessaire. Parfois, ça peut créer une difficulté dans sa mise en œuvre. Concrètement, comment ça marche? Je vais pouvoir poursuivre mon activité, mais à temps partiel. Ce temps partiel, c'est au minimum 40%, au minimum 80%, au maximum 80%. Et pour compenser la baisse de mon pouvoir d'achat, forcément, puisque je travaille à temps partiel, je vais pouvoir débloquer une fraction de ma pension, pour que la différence entre mon temps d'activité et la fraction de déblocage de ma pension fasse 100. Par conséquent, si je décide de travailler à mi-temps, à 50%, je vais pouvoir débloquer 50% de ma retraite. C'est extrêmement intéressant parce que je diminue mon temps de travail et je limite la baisse de pouvoir d'achat. C'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce que là, contrairement au cumul emploi-retraite, je vais continuer de me fabriquer de la retraite, d'acquérir des trimestres, des points de retraite complémentaires, et on recalculera définitivement ma pension quand je cesserai totalement mon activité professionnelle. Donc ce dispositif, il a été étendu l'année dernière aux salariés en forfait jour, donc à des cadres, et les conditions et modalités en ont été précisées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est accessible à toutes les professions, hormis donc également les artisans, commerçants, dirigeants d'entreprise affiliés à la SSI. Donc en sont exclus pour l'instant que les professions libérales affiliées à la CNAVPL, les avocats et les fonctionnaires. Très clairement, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, face aux contraintes d'augmentation de l'âge légal, de l'âge taux plein, de l'âge de mise dans la retraite possible par l'employeur, 70 ans, eh bien, c'est un excellent dispositif pour gérer la masse salariale de l'entreprise, tout en associant le transfert de compétences entre les générations. Quand on a des salariés qui sont extrêmement compétents professionnellement, je vois forcément que vous y pensez dans vos cabinets comptables, aux salariés qui sont rendus à leur 36e période fiscale et qui en ont un petit peu marre, eh bien, la retraite progressive, ça peut être intéressant pour vous comme pour eux. Ils continuent de traiter certains dossiers au sein du cabinet. Ils accompagnent des jeunes collaborateurs en apprentissage et transmettent leur savoir. Vous gérez votre masse salariale et tout le monde est gagnant, l'employeur comme le salarié. C'est également intéressant pour les dirigeants eux-mêmes. On sait qu'on a des domaines d'activité qui sont très pénibles, très durs, nos artisans du bâtiment, nos artisans des métiers de bouche, également typiquement un métier comme la coiffure, avec parfois des allergies aux produits, des troubles musculo-squelettiques. Eh bien, la retraite progressive peut aussi s'appliquer pour eux, ce qui peut être également un excellent outil dans le cas de transmission d'entreprise, notamment de transmission d'entreprise intrafamiliale. Le projet de loi sur la réforme des retraites 2023 souhaite développer ce dispositif. On est encore dans le cadre de l'employabilité des seniors et de l'étendre à tout le monde, donc aux fonctionnaires et à l'ensemble des travailleurs indépendants. Donc, c'est préciser l'ensemble des travailleurs, c'est indiquer l'ensemble des travailleurs indépendants, mais sans que cela soit précisé. Je vais y arriver. C'est la fin de matinée, ça commence à être dur. Donc, j'imagine les professions libérales. Donc, peut-être que pour vous, experts comptables, demain, vous pourrez bénéficier de ce dispositif. Ce qui est intéressant également, c'est que je vous ai précisé tout à l'heure que le salarié, il devait demander l'autorisation de son employeur. Désormais, la charge de la preuve sera inversée au bénéfice du salarié. Une demande de passage à temps partiel pour accéder à la retraite progressive sera autorisée, sauf réponse contraire de l'employeur, justifiant de l'incompatibilité avec l'activité économique. Donc voilà, c'est issu du dossier de presse de la réforme, mais là encore, comme pour l'âge légal, comme pour le dispositif carrière longue, comme pour le cumul emploi-retraite, on va attendre que la réforme soit actée pour définir les meilleures stratégies pour nos clients. En tout cas, c'est un outil à utiliser aujourd'hui. En termes d'outils RH, je me répète, anticiper et mieux gérer la masse salariale sur l'ensemble des salariés en stratégie de fin de carrière, mais aussi, pourquoi pas, pour le dirigeant,
et notamment dans le cadre des sessions de transmission d'entreprise. On aura, je pense, deux dispositifs qui seront un petit peu différents. La retraite progressive, ça sera un outil à utiliser avant l'âge légal de départ à la retraite, ou quand je n'ai pas encore atteint mon taux plein, alors que le cumul emploi-retraite sera un dispositif, à mon avis, à utiliser une fois que j'aurai atteint l'âge légal et le taux plein. Donc, à mon avis, on sera sur deux dispositifs très complémentaires et qu'il faudra utiliser au mieux en fonction de la situation de nos clients. Écoutez, j'en ai fini. Voilà, c'était une présentation d'à peu près 1 h 30, ce qui va nous laisser un petit peu de temps pour que je puisse répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, eh bien, s'il y a quelques questions, je peux pas les voir moi, mais si Alexandra veut poser quelques questions, n'hésitez pas. Merci Yvan pour cette présentation. Alors, il n'y a pas eu de questions qui ont été rédigées. Vous pouvez encore le faire dans l'onglet questions ou sinon éventuellement prendre la parole si vous le souhaitez. On peut peut-être voir vous pouvez peut-être ouvrir votre micro si vous avez une demande spécifique. En tout cas, voilà, dans le lien aujourd'hui, il n'y a pas de questions particulières. Après, moi, ce que je retiens, c'est quand même, on a des sujets sur la CIPAV, nos clients qui sont CIPAV à suivre de près. Donc, il faut peut-être effectivement qu'on circularise un peu tous nos clients qui sont concernés pour voir quelles peuvent être les améliorations, les arbitrages de ce côté-là. On a quelle date sur ce sujet? C'est 2023? C'est quoi Alors, en fait, les deadlines un peu? Ouais, alors pour tous vos clients qui forcément resteront à la CIPAV, donc la liste des 21 professions, là il n'y a pas de deadline, hein. Forcément les cotisations et les prestations vont les impacter directement cette année, mais il y a moins de caractère urgent que pour les professions qui sont à la CIPAV avant 2019 et qui ne font pas partie de cette liste. Eux, il faut les traiter en priorité parce qu'ils ont potentiellement la possibilité de basculer à la sécurité sociale des indépendants et la demande doit être faite avant la fin de l'année. Donc là, par contre, très clairement, ce sont ces professions-là qu'il faut cibler le plus rapidement possible. Donc je pense notamment à tous vos gérants de holding, toutes les professions de conseil qui ne font pas partie de cette liste, conseil en informatique ou autres. Donc là, voilà, il faut les accompagner prioritairement et puis peut-être dans un second temps vos autres professions CIPAF pour mesurer voilà les impacts des nouvelles règles de cotisation de prestation. Donc voilà, c'est vrai que prioritairement vous avez vos clients CIPAV. Après, je sais qu'il n'en reste peu, mais c'est quand même important de traiter vos conjoints collaborateurs. Et dans tous les cas, pour moi, il faut étendre un petit peu le sujet des conjoints collaborateurs aux conjoints à partir du moment où ils travaillent dans l'entreprise. Hein. Il y a des vrais enjeux patrimoniaux notamment. Donc voilà, c'est vrai les problématiques. Et puis après, en fonction de la réforme sur les retraites et de la loi de financement rectificative, il y aura des nouvelles stratégies au niveau de la retraite. Hein. J'ai pas mal évoqué le CER, la retraite progressive, le dispositif carrière longue. Donc on aura à nouveau intérêt à évoquer tous ces sujets tout au long de cette année. Bon, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on peut en rester là. Je sais pas. Vous avez des questions particulières pour compléter? Les choses ont-elles été claires? Donc, comme je l'ai indiqué, parce que la question nous a été posée, le support sera mis sur le site du Conseil de l'Ordre Pays de la Loire, ainsi que le replay. Donc, si vous avez des sujets sur lesquels vous avez besoin de revenir, en tout cas, ils seront disponibles sous les deux formats. Et vous pourrez également les transmettre à l'ensemble de vos équipes et collaborateurs.